Le 31 décembre 2017, à Long Branch, une toute petite ville de New Jersey, la fête bat son plein au 653 Wall Street. Car la famille Kolodziej s'est réunie pour célébrer la nouvelle année à venir et passer du bon temps en famille. Sans imaginer une seule seconde le drame qui s'apprête à se produire et qui bouleversera à tout jamais la vie de certains d'entre eux. Car juste avant minuit, le benjamin de la famille, Scott, s'empare d'un fusil et se met à tirer délibérément sur les membres de sa famille. Après une attaque de plusieurs minutes, il fera au total 4 victimes sur 7, sa mère, son père, sa sœur et sa grand-mère. Mais alors que s'est-il passé dans la tête de Scott Kolodziej pour qu'il décide de s'en prendre à sa propre famille et qu'il commette l'un des plus grands massacres familiales que la ville de Long Branch ait jamais connu? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo qui sera la dernière de l'année 2023 et on est parti. Scott Kolodziej, né en 2001 aux États-Unis dans le New Jersey. Fils de Linda et Steven, il est le dernier de la famille car il a un demi-frère, Jonathan Ruiz, un grand frère, Steven Jr. qui a 20 ans au moment des faits et une grande sœur, Brittany, qui en a 18. On connaît pas grand-chose sur son passé, à part qu'il a eu une enfance et une adolescence plutôt classiques. Il a toujours été très proche de sa famille, notamment de ses parents, de ses frères et sœurs, mais surtout de son grand-père. Durant toute sa vie, Scott a toujours été un enfant différent, car le jeune garçon est autiste. En fait, il existe plusieurs degrés d'autisme, dont certains nécessitent un véritable accompagnement, mais dans le cas de Scott Kolodziej, son autisme sera entre guillemets plus léger. Malgré qu'il ne fréquentera pas les mêmes écoles que ses frères et sœurs, Scott est capable d'avoir une vraie discussion, de comprendre les choses et de parler correctement. Beaucoup le décrivent comme un garçon gentil qui sourit toujours et qui n'a jamais été violent. D'un point de vue extérieur, Scott est légèrement différent, mais c'est un enfant heureux et proche de sa famille, comme peuvent en témoigner ces différentes photos postées par sa mère Linda sur les réseaux sociaux quelques mois avant le drame, où on peut y voir les membres de la famille célébrant un anniversaire avec des cupcakes. Mais au vu de tous ces éléments, qu'est-ce qui aurait pu pousser Scott à commettre un tel acte et à assassiner pratiquement tous les membres de sa famille? Car quand les enquêteurs vont commencer à interroger les membres de la famille qui ont survécu et des proches de la famille, ils vont en apprendre un peu plus sur le profil psychologique de Scott et vont se rendre compte que ce drame aurait pu être évité. Car après les meurtres, un ami de la famille va témoigner qu'à cause de son autisme, Scott avait tout de même besoin d'une assistance spéciale, mais que cela était géré par sa mère, Linda. Car l'adolescent n'a jamais été voir de spécialiste pour essayer d'aller mieux et surtout pour être suivi. Linda était une maman très présente pour son fils, voire trop présente. Elle le couvait énormément et lui cédait à tout. Chaque jour, elle lui préparait les vêtements qu'il allait porter, elle lui faisait des repas spéciaux et différents du reste de la famille car Scott était difficile, mais surtout, à 15 ans, il dormait encore dans le lit de ses parents et croyait encore au Père Noël. Bref, avec tous ces éléments, on comprend rapidement que Scott était un enfant très couvé et très materné par sa mère. En interrogeant l'un des survivants, le grand-père de la famille, Adrian, les enquêteurs vont découvrir une facette de Scott qu'ils ne soupçonnaient pas, car le jeune adolescent était obsédé par les meurtres. Adrian raconte que son petit-fils parlait tout le temps de tuer des gens, qu'il était obsédé par le crime et qu'il en parlait avec une telle passion que ça en devenait bizarre et flippant. Adrian finira par en parler aux parents de Scott et donc à son propre fils Steven et à sa belle-fille Linda, mais ils ne le prendront pas vraiment au sérieux, ils lui diront qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Car oui, Scott est un enfant différent, mais c'est bien connu, les autistes ont souvent des intérêts très spécifiques et que Scott ne ferait jamais de mal à qui que ce soit et encore moins à sa famille. Et le pire dans tout ça, c'est que Scott ne cachait même pas ses obsessions et parlait de ses pensées sombres à d'autres membres de la famille. Car un jour, sa mère lui aurait dit « Tu ne me ferais pas de mal, n'est-ce pas ?» Ce à quoi Scott répondra « Si je le dois, et je devrais tuer papa après, car il sera triste sans toi. » Il disait aussi que sa sœur Brittany devait mourir, car il la déteste, et qu'il devrait aussi tuer son frère, car sinon, il serait orphelin. Voici les pensées sombres qui traversaient l'esprit de Scott, et il savait au fond que ces pensées n'étaient pas normales, et que si rien n'était fait, tôt ou tard, il passerait à l'acte. Plusieurs fois, il suppliera sa mère de l'emmener voir un psychologue pour lui parler de toutes ces pensées qui le rongent, mais sa mère refusera à chaque fois de peur qu'il soit envoyé dans un établissement spécialisé
et qu'il soit éloigné d'elle. Adrian et Scott lui-même ne sont pas les seuls à avoir essayé de convaincre Linda que son fils devait être pris en charge, car sa propre sœur l'a également fait. Car depuis plusieurs mois, la sœur de Linda, Michelle Molino, louait un appartement avec son mari dans le sous-sol de la famille Kolodziej. Sans doute pour des raisons financières et le temps que le couple trouve un autre logement. Et Michelle a déjà subi la colère de Scott, car un jour, quand ils étaient en train de jouer à un jeu de société, Scott s'est énervé et a menacé sa tante avec un revolver en plastique. Il lui a collé ce revolver sur la tempe et a menacé de la tuer. Pendant cette violente dispute, il finira par se calmer et Michelle en parlera à sa sœur en lui disant que ce n'est pas normal que quelqu'un se comporte de cette manière, que quelqu'un soit autant obsédé par les crimes et que quelqu'un menace de tuer des membres de sa famille. Évidemment, elle dira à sa sœur que Scott a besoin d'aller voir un psy. Mais Linda ne voudra rien entendre et menacera de virer sa sœur de chez elle et qu'elle ne lui parlerait plus jamais si elle continuait à dire de telles choses sur son fils. Après avoir essayé plusieurs fois de raisonner sa sœur, mais en vain, Michelle et son mari finiront par déménager afin de s'éloigner du danger que représente Scott, et ils avaient raison. Car quelques mois après, la famille s'est réunie pour célébrer le début de la nouvelle année, mais pourtant certains d'entre eux ne la connaîtront jamais. Car le 31 décembre 2017, la famille Kolodziej se réunit pour fêter la Saint-Sylvestre. Toute la famille est présente, sauf Jonathan, le demi-frère de Scott, mais en plus on compte le grand-père, Adrian, et sa compagne, Mary Schulz, ainsi que la petite copine de Steven Jr., Rafaela. Également, Brittany, qui étudie dans une université hors de la ville, est revenue exprès dans sa famille pour fêter les fêtes de fin d'année. Et ce soir-là, alors que tout le monde passe un très bon moment, aucun membre de la famille ne se doute une seule seconde du drame qui s'apprête à se produire, un drame qui malheureusement aurait pu être évité. Car aux alentours de 23h45, 15 minutes avant le début de l'année 2018, Scott monte dans sa chambre qui se situe en haut des escaliers, il enfile une veste en cuir et des lunettes de soleil. À ce moment-là, l'adolescent sait pertinemment ce qu'il s'apprête à faire, car il sort son arme, un fusil d'assaut qu'il a volé à son frère, qu'il charge de 30 balles. Il prend également le temps de mettre des bouchons d'oreilles pour atténuer le bruit lors des coups de feu. Alors qu'il est dans sa chambre, il appelle sa mère et éteint les lumières pour ne pas qu'il croise son regard quand il s'apprêtera à lui ôter la vie. Alors que sa mère monte les escaliers et rentre dans la chambre de son fils, celui à qui elle a donné la vie lui tire 5 balles dans la poitrine. Linda, 44 ans, s'écroule par terre. Et le reste de la famille qui est resté en bas, sur le coup ne comprennent pas trop ce qui se passe et pensent plutôt que ce sont des pétards ou des feux d'artifice qui viennent d'être tirés à l'occasion justement de la nouvelle année. Mais le père Steven décide quand même de monter les escaliers pour voir ce qui se passe et il aura à peine le temps de comprendre la situation que son fils de 16 ans lui tirera dans le dos à maintes reprises jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Steven, 42 ans, vient de perdre la vie. Après ce deuxième meurtre, il enjambe le corps de son père et descend les escaliers pour aller dans la cuisine où se trouve sa sœur, Brittany, qui tente de fuir. Malheureusement, elle n'aura pas le temps de s'échapper et Scott lui tirera 3 fois dessus, dans la tête et dans la poitrine. Le tueur ne s'arrête pas là et s'en va tuer la petite amie de son grand-père, Mary Schulz, 70 ans, qu'il considère comme sa propre grand-mère. Il lui tira dessus 4 fois. Scott vient donc de tuer sa mère, Linda, son père, Steven, sa sœur, Brittany, et sa grand-mère, Mary. Mais alors, où sont passés le reste de la famille, à savoir Steven Jr. et sa copine Rafaela, mais aussi son grand-père, Adrian. Lors de l'attaque, Rafaela a réussi à se cacher derrière un réfrigérateur dans la cuisine et c'est elle qui a réussi à appeler le 911. Quant à Steven Jr., il réussira à s'échapper de la maison pour lui aussi appeler les secours. Concernant Adrian, son grand-père, Scott dira plus tard qu'il l'a épargné en le voyant tomber à genoux, en voyant sa partenaire de longue date, Mary, morte devant ses yeux. Et c'est à ce moment-là que Scott décide de monter à l'étage pour attendre la police et se rendre. En quelques minutes, les policiers sont arrivés sur place et Scott a été immédiatement mis en état d'arrestation. Et un policier témoignera plus tard que quand ils l'ont arrêté, Scott était calme et ne pleurait pas. À peine quelques heures après le massacre, il sera interrogé par les enquêteurs et son frère qui a survécu devra assister à cette interrogation car il est le détenteur de l'arme qui a servi à tuer. Il devra écouter pendant des heures son petit frère raconter comment il a froidement assassiné leurs parents, leur sœur et leur grand-mère. So let me rewind a little bit. So upstairs, your mom walks in, right?
opens the door. Opens She the didn't door. walk in yet. So the gun was loaded already. Yes. How many times do you shoot her? I would say 5, 7 times. Pendant l'interrogatoire, Steven Jr. ne sait pas comment réagir et ce qui est logique. L'interrogatoire a lieu quelques heures après le drame. Steven fondra en larmes plusieurs fois, il sera pris entre la colère et l'immense tristesse quand il se rend compte de ce qui s'est passé. Mais plusieurs fois, il prendra son frère dans les bras, car au fond, il a toujours essayé de le protéger au vu de sa différence. Après cet interrogatoire où Scott avoue tous les meurtres, il sera évidemment envoyé en prison. Mais en 2019, le bureau du procureur annonce que Scott sera jugé en tant qu'adulte pour ses crimes, malgré que le massacre ait eu lieu quand il n'était que mineur, car il n'avait que 16 ans. Et c'est important de le prendre en compte parce qu'en général, les peines pour les mineurs sont beaucoup plus légères que quand on est jugé en tant qu'adulte. Et dans le procès qui se tiendra le 30 juin 2022, la question n'est pas de savoir si Scott a bel et bien commis tous ces meurtres, car il l'a lui-même avoué, mais la question est de savoir s'il a agi par folie ou non. Car la défense de Scott a fait valoir que l'adolescent est malade mentalement et a demandé une peine de 30 ans de prison pour les 4 meurtres. Car selon ses avocats, ce soir-là, Scott a été pris d'une crise et ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Ils ont soutenu que Scott était un enfant malade mental qui n'a jamais reçu le traitement dont il avait besoin, et il ajoute que le jeune homme est autiste avec une schizophrénie non diagnostiquée qui s'est aggravée très rapidement. Ils tenteront de le faire transférer dans un établissement psychiatrique, mais cette demande sera refusée et le jeune homme restera derrière les barreaux. Quant aux avocats des victimes, ils tenteront de prouver que Scott était parfaitement conscient de ce qu'il faisait et qu'il était pleinement maître de ses actes. Et selon les avocats, il y a plusieurs choses qui prouvent que les meurtres étaient prémédités. Premièrement, le fusil qui a servi au meurtre était le fusil de son frère qu'il possédait légalement, et Scott semblait avoir fait une fixette sur cette arme, car il l'a touchée plusieurs fois avant les meurtres, et a même regardé des tutoriels pour apprendre à l'utiliser. Également, quelques heures avant les meurtres, il se serait renseigné sur les attaques terroristes de Londres en 2017, mais il s'est surtout renseigné pour savoir si les balles d'un AK-47 pouvaient traverser un gilet pare-balles, car il s'attendait à se faire tirer dessus par les policiers. Enfin, il a chargé l'arme lui-même et a même pris la peine de mettre des bouchons d'oreilles pour se protéger du bruit, pour tirer 14 fois sur des membres de sa propre famille. Et avec tous ces éléments, le jury va devoir prendre l'ultime décision de savoir si Scott était bel et bien conscient de ce qu'il faisait. Après à peine quelques heures de délibération, le jury est parvenu à un verdict et Scott Kolodji sera déclaré coupable et condamné à 150 ans de prison pour ses 4 crimes et sera considéré comme pleinement responsable de ses actes. Et il devra purger 85% de la peine, soit environ 127 ans, pour pouvoir prétendre à la liberté conditionnelle. En gros, il ne sortira jamais. Lors de l'annonce, le juge déclara « L'intention de ce tribunal est que cette personne ne voit plus jamais la lumière du jour. Il a déchaîné sa fureur sur ces individus qui n'ont rien fait d'autre que l'aimer. Ce ne sont pas des actes d'un enfant, ce ne sont pas des actes d'un mineur, ce sont des actes d'un tueur de sang-froid. » L'avocat de la défense, Richard Lomuro, déclarera vouloir faire appel car selon lui, Scott n'est pas un tueur de sang-froid, mais est malade mentalement et a besoin d'aide. Lors de l'annonce du verdict, son avocat dira que la réaction de Scott est bel et bien la confirmation de ses problèmes mentaux, c'est-à-dire qu'il est incapable de comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer, ce qui est déchirant à voir. Aujourd'hui, Scott est actuellement en prison et les survivants, Steven Jr., Rafaela et Adrian, même s'ils ont survécu physiquement, ils devront vivre toute leur vie avec ce qu'ils ont vu ce soir du 31 décembre 2017. Et c'est la fin de cette vidéo qui clôture la première année de vidéo sur cette chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo et que toutes celles de l'année vous auront plu. Est-ce que selon vous, Scott aurait dû être envoyé dans un hôpital psychiatrique au lieu d'être renvoyé en prison? En vrai, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat, parce que même moi je suis un peu prise entre deux feux. Parce que oui, il a assassiné toute sa famille et il y a plein d'éléments qui montrent que tout ça a été prémédité, mais au fond, on sait qu'il était schizophrène, on sait qu'il était autiste et qu'il avait vraiment besoin d'aide. Et peut-être que l'envoyer en hôpital psy, ça aurait pu, je sais pas, changer les choses et au moins il aurait eu un vrai suivi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, passez un excellent réveillon.
mieux que la famille Koloji, je l'espère. Et merci encore pour cette première année de vidéos, j'espère qu'il y en aura plein d'autres l'année prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye!